Bienvenue dans Wikipodcast. Le 29 juillet 1890, Vincent van Gogh disparaissait. Un nom immense, évidemment. Oui, incontournable. À l'occasion de cet anniversaire, on s'est dit qu'on allait se replonger un peu dans son parcours, essayer de comprendre l'homme, l'artiste. Une vie courte, mais d'une intensité créative absolument folle. C'est ça. Comment il a pu produire autant, si vite, et avec toutes les difficultés qu'on lui connaît. C'est un peu ça notre exploration aujourd'hui. Exactement. Alors, pour commencer peut-être, un mot sur ses origines. Il vient pas de nulle part. Non, pas du tout. Né en 1853, Pays d'A, famille plutôt bourgeoise. Son père était pasteur. Et les débuts dans la vie active, Compliqué. Très compliqué, oui. Il essaye d'être marchand d'art chez Goupil-Lessy, mais ça ne marche pas. Il est licencié. Apparemment, il supportait mal l'idée de vendre l'art comme une marchandise. Ah oui, déjà. Ensuite, il tente la théologie, comme son père, mais là aussi, échec aux examens. Et c'est seulement vers 1880, il a presque 30 ans, qu'il décide, ce sera la peinture. Oui, c'est un tournant tardif, mais décisif. Et il se lance à corps perdu. Autodidacte en grande partie, même s'il prend quelques cours. Il lit énormément, visite des musées, il se nourrit. Et ça se sent dans ses premières œuvres. La période hollandaise, Nuit naine. Tout à fait. Là, on est loin, très loin des couleurs éclatantes qu'on associe souvent à lui. C'est une palette très sombre, terreuse. Très réaliste. Oui, un réalisme social. Il s'intéresse beaucoup à la vie des paysans. C'est l'époque des mangeurs de pommes de terre, en 1885. Une toile très forte, très brute. Oui, puissante. Et puis, changement radical. Paris, 1886, le choc. Ah oui, le grand choc. Paris, c'est la lumière, c'est la couleur. Il découvre les impressionnistes, les néo-impressionnistes. Il rencontre du monde aussi. Énormément. Pissarro, Bernard, Signac et bien sûr Paul Gauguin. Des rencontres déterminantes. Sa palette s'éclaircit d'un coup, c'est flagrant. Il y a aussi l'influence du Japon, non? Japonisme. Absolument, il est fasciné par les estampes japonaises, les aplats de couleurs, les lignes noires, les cadrages. Ça va marquer durablement son style. On le voit déjà à Paris. Et cette quête de lumière, de couleur, ça le met encore plus au sud, Arles, 1888. C'est là que ça explose vraiment. Oui, on peut dire ça. Arles, c'est la fascination pour la lumière du midi. Une véritable explosion de couleurs pures, intenses. La Maison jaune. Son rêve d'atelier du midi, d'une communauté d'artistes. C'est là qu'il peint des séries emblématiques. Les tournesols, bien sûr, la chambre à coucher. Et c'est aussi la période de cohabitation avec Gauguin. Intense, mais compliquée. Très compliquée. Stimulante artistiquement sans doute, mais humainement très tendue. Passionnelle, mais destructrice aussi. Jusqu'à la crise terrible, l'oreille coupée, en décembre 1888, après une dispute avec Gauguin. Oui, l'incident tragique qui marque une rupture nette. Il est hospitalisé. Et ensuite, c'est lui-même qui demande à être interné, c'est ça? À Saint-Rémy-de-Provence. Oui, en 1889. Il entre volontairement à l'asile Saint-Paul-de-Mosole. Et ce qui est incroyable, c'est que même là, entre ces crises, sa créativité est toujours là. Elle est même décuplée, transformée. C'est la période de la nuit étoilée des iris. Exactement. Avec ce style très particulier, ces tourbillons, ces spirales. L'art comme un exutoire à sa souffrance, peut-être. Et puis, la toute dernière étape, très courte, mais quelle production, hein? Auvers-sur-Oise, mai 1890. 70 jours de travail acharné, une frénésie. Il peint quelque chose comme 74 tableaux, plus des dessins. C'est énorme. Sous la surveillance plus ou moins attentive du docteur Gachet. C'est là qu'il peint l'église de Vers-sur-Oise, le fameux champ de blé au corbeau. Souvent vu comme prémonitoire. Oui, et on pense que sa toute dernière toile, c'est Racine d'arbre. Une œuvre très étrange, presque abstraite. Et puis, la fin. La blessure par balle le 27 juillet, la mort le 29, à 37 ans. Terrible. La thèse du suicide est la plus courante, même si certains ont évoqué un accident. On sait sa fragilité mentale. Oui, une instabilité psychique récurrente. On a parlé d'épilepsie, de bipolarité. Les diagnostics posthumes sont nombreux. Et sans doute aggravés par ses conditions de vie, l'alcool, la malnutrition parfois. Et dans tout ça, il y a une figure essentielle. Son frère, Théo. Ah oui, Théo. Le soutien indéfectible. Financier, moral, il a toujours cru en Vincent. C'est tragique d'ailleurs. Théo meurt seulement 6 mois après lui. Ils reposent ensemble à Auvers. Et c'est la veuve de Théo, Johanna, qui va œuvrer pour sa reconnaissance. Exactement, Johanna Bongère Van Gogh.
Elle va organiser des expositions et surtout, elle va publier la correspondance. Ces lettres majoritairement adressées à Théo. Plus de 800. C'est une source incroyable. On y découvre l'homme, ses pensées, sa vision de l'art. Complètement. Ses doutes, ses passions, sa quête de couleur, pour exprimer, comme il dit, les terribles passions humaines. Ça éclaire son œuvre d'une façon unique. Une œuvre immense, on l'a dit, plus de 2000 œuvres en 10 ans à peine, et pourtant de son vivant, presque rien. Une seule vente connue. C'est fou. C'est fou, oui. Et aujourd'hui, c'est l'un des peintres les plus célèbres au monde. Une référence absolue. Son influence a été majeure, n'est-ce pas? Ah oui, on le considère comme un précurseur direct du fauvisme, par cette liberté de la couleur, et de l'expressionnisme, par l'intensité émotionnelle, la touche. Son impact sur l'art moderne est immense. Fulgurante, tragique. Une fille consumée par l'art, une quête incessante d'expression, malgré la souffrance. C'est tout à fait ça. Et peut-être que ces lettres, justement, nous montrent autre chose que le simple mythe de l'artiste maudit. Elles nous parlent de cette relation complexe entre la fragilité, le processus créatif. Et l'importance cruciale du soutien affectif, matériel. Exactement. Sans Théo, sans Johanna, ensuite, qu'en serait-il? Ça invite à réfléchir, je crois, sur ce qui fait qu'une œuvre traverse le temps, au-delà du génie pur. Qu'est-ce qui, dans cette tension entre la force créatrice et la vulnérabilité humaine, nous parle encore si fort aujourd'hui? C'est peut-être la question à garder en tête en regardant ces tableaux.